Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le sentiment anti-ONU s'est accru ces dernières semaines en République démocratique du Congo. Les manifestations pour réclamer le départ de la MONUSCO se sont multipliées et certaines ont même été meurtrières. Au moins 36 morts sont à déplorer en une semaine. Le Libéria envisage de renforcer sa coopération avec le Maroc pour dynamiser sa croissance dans le cadre de sa vision 2030. Les relations bilatérales étaient au cœur d'un échange entre les chefs de la diplomatie des deux parties. Échange tenu en marge de la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique qui s'est récemment tenu au Maroc. Et la Guinée-Bissau va prochainement recevoir une nouvelle aide budgétaire de la France de près de 3 millions d'euros. Les deux parties ont renforcé leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines lors du déplacement du président français Emmanuel Macron en Guinée-Bissau le 28 juillet dernier. Mais tout d'abord, au Mali, la société Sahel Aviation Service a été sommée le 1er août par les autorités aéroportuaires du Mali de procéder à l'évacuation des forces étrangères des enceintes de l'aéroport de Bamako, et ce dans un délai de 72 heures à compter du 2 août. Selon les autorités aéroportuaires du Mali, l'accueil et l'hébergement des forces étrangères à l'aéroport constituent des risques pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Notons que cette sommation survient près de 3 semaines après l'arrestation le 10 juillet dernier de 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako, qualifiés de mercenaires par les autorités de transition maliennes. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, l'armée a reconnu ce mercredi 3 août la mort de plusieurs civils lors d'une opération de neutralisation d'individus qualifiés de terroristes. Les frappes aériennes dans l'est du pays ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, mais aussi ont fait plusieurs victimes civiles collatérales. Aucun chiffre n'a été donné, mais des habitants de la région parlent d'une trentaine de tués. Rappelons que le 11 juin dernier, l'armée burkinabé avait reconnu avoir tué accidentellement un civil dans la région du centre-sud du pays lors d'actions aériennes, opérations qui se sont multipliées ces derniers mois dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La République démocratique du Congo a été le théâtre de heurts depuis le 25 juillet dernier visant la présence de l'ONU dans le pays. La situation sécuritaire se détériore dans plusieurs villes de l'est du pays, ce qui pousse certains habitants à remettre en question l'efficacité de la MONUSCO, présente depuis 1999 avec 14 000 soldats déployés. Un sujet de la rédaction. 36 morts en une semaine, c'est le lourd bilan établi par une commission gouvernementale spéciale suite aux manifestations anti-MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo. 4 casques bleus et 32 manifestants ont perdu la vie dans plusieurs villes de l'est du pays, à Goma, Butembo, Uvira, Kanyabayonga et Kasindi. À cela s'ajoutent près de 170 blessés dénombrés. Ces incidents graves et outrageants ont porté atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo dans le poste frontalier de Kasindi. L'incident du 31 juillet impliquant des soldats de la paix de l'ONU au poste frontalier de Kasindi à Beni a suscité l'indignation de la population et des autorités congolaises. Des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu sur des civils avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise, faisant au total 3 morts et 14 blessés, un incident regretté par l'ONU. Le secrétaire général s'est adressé ce 1er août au président Félix Tshisekedi de la RDC. Au cours de la conversation, le secrétaire général a transmis ses condoléances et s'est également excusé pour l'incident du 31 juillet qui a impliqué des casques bleus dans l'ONU et s'est produit à Kasindi, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le secrétaire général a déclaré que les Nations Unies sont totalement engagés dans la paix et dans la coordination avec les forces armées congolaises et travaillent avec les FARDC pour résoudre la situation et apporter la stabilité dans l'est de la RDC. Un dialogue efficace est nécessaire, a-t-il dit, et pour cela, nous exigeons le retrait inconditionnel du groupe M23 et appelons tous les groupes armés à cesser toute forme de violence. Le président congolais Félix Tshisekedi a demandé des sanctions contre ces soldats de la paix d'origine tanzanienne selon certaines sources, à la base de la mort des Congolais à Kasindi.
Cette succession d'événements a mis en exergue la possible réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO, le départ définitif des casques bleus de l'ONU de la République démocratique du Congo pourrait se faire avant 2024, échéance initialement prévue. Les Sénégalais sont toujours dans l'attente des résultats officiels des élections législatives du 31 juillet, alors que pouvoir et opposition revendiquent la victoire. Durant cette attente, les missions d'observation électorale de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la francophonie ont salué le bon déroulement de ce scrutin à un tour. C'était lors d'une conférence de presse le 2 août. Les précisions de Samantha Saberou-Saboubanga. Près de 7 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes le 31 juillet 2022 pour le renouvellement de 165 sièges de l'Assemblée nationale. Les missions d'observation électorale de l'Union africaine et celles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont salué un scrutin globalement bien organisé. Une déclaration faite par les deux délégations lors d'une conférence de presse tenue mardi 2 août 2022 à Dakar, la capitale. Vous aurez pu constater que nous considérons que, globalement, ces élections législatives se sont déroulées dans un climat apaisé. Et également, nous avons pu observer que les procédures régissant le déroulement du scrutin ont été observées conformément au code électoral en vigueur au Sénégal. Nous avons vu également que, bien que la participation était faible à l'ouverture, elle s'est progressivement améliorée en cours de journée. Et comme je l'ai dit, ce qui est important également à noter et à signaler, c'est la forte mobilisation des femmes. La mission d'observation électorale de l'Union africaine estime que le scrutin s'est généralement tenu dans de bonnes conditions. Elle a fait le constat général de la volonté du gouvernement, des acteurs politiques et du peuple sénégalais d'œuvrer à l'ancrage de la démocratie dans le pays, en dépit de certains points de désaccord relatifs au processus électoral. Tout simplement, c'est que l'élection s'est déroulée en toute liberté, en toute transparence. Si les uns et les autres gagnent de façon qui se rapproche, bon, ça sera le constat et donc la classe politique devra faire avec. Bien que les médias locaux et les principaux mouvements politiques égrènent depuis dimanche soir des résultats partiels, la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du scrutin est attendue au plus tard vendredi 5 août. Le Libéria envisage de renforcer sa coopération avec le Maroc pour dynamiser sa croissance dans le cadre de sa vision 2030. Le ministre des Affaires étrangères du Libéria a été reçu par son homologue marocain en marge de la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique qui s'est tenu du 19 au 22 juillet. Les deux parties ont réaffirmé l'importance de promouvoir leurs relations économiques et de hisser le niveau de leurs échanges commerciaux, un sujet de la rédaction. Le gouvernement libérien veut impulser sa croissance économique par le renouvellement des accords de coopération avec le Maroc. Le 14e US-Africa Business Summit, tenu du 19 au 22 juillet 2022 à Marrakech, a donné l'occasion aux deux parties de révisiter leurs accords de coopération. Le ministre des Affaires étrangères libérien présente l'enjeu de cette séance de travail organisée avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Nous avons tous deux, dans le cadre de notre relation fraternelle en tant que ministre des Affaires étrangères, exprimé notre profond intérêt, non seulement pour le maintien de ces accords, mais aussi pour l'extension de la collaboration mutuelle et bénéfique dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines, du tourisme, de l'éducation et de la formation professionnelle, en un mot, dans tous les domaines d'intérêt commun. Avec une coopération riche et diversifiée tant dans les domaines agricoles, sécuritaires et éducatifs, la coopération avec le royaume chérifien est un atout pour la croissance économique du Libéria. Avec l'ouverture en 2020 du consulat libérien à Dakar, le Libéria veut profiter de la position géostratégique du Maroc en tant que hub économique entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient. Nous considérons l'ouverture en 2020 du consulat général du Libéria à Dakar comme une étape importante dans le renforcement des relations économiques avec le Royaume du Maroc. Elle permettra également au Libéria de saisir les opportunités futures offertes par la position géographique unique du Maroc en tant que hub régional entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient.
Dans sa vision à l'horizon 2030, le Libérien envisage sa transformation socio-économique pour passer de l'un des pays les plus pauvres du monde à une économie à revenu moyen. La Guinée-Bissau a reçu l'engagement de la France d'injecter environ 3 millions d'euros dans son économie, fruit de la visite du président français Emmanuel Macron le 28 juillet dernier. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines tels que l'éducation, la défense ou encore l'agriculture. Plus de détails avec Philomène Tine. Au moins 3 millions d'euros, c'est le montant de la nouvelle aide budgétaire qui sera prochainement débloquée en faveur de la Guinée-Bissau par la France. Cette enveloppe vient compléter un appui financier d'1,5 million d'euros accordé au pays par la France en 2021. Une manière pour cet État européen de soutenir l'économie bissau-guinéenne affectée par la pandémie de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. Tous les pays ont été touchés par la pandémie. Notre économie également était vraiment affaiblie pour cette pandémie. Encore plus maintenant que nous avons cette situation d'insécurité alimentaire causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bien sûr que cette aide budgétaire va beaucoup aider à notre économie bissau-guinéenne. Et avec l'aide des partenaires comme la France, on peut l'arriver à faire. La Guinée-Bissau et la France envisagent, entre autres, de renforcer leur coopération bilatérale sur le plan de la défense, dans les domaines de l'équipement, de la lutte contre la piraterie maritime et la pêche illicite et de la formation des cadres militaires. Sur le volet agricole et alimentaire, les activités envisagées visent à accroître la production, en particulier celle du riz, et dans le cadre de la formation des jeunes. C'est important pour nous en tant que petit pays, mais pas petit État comme mon président dit toujours, de trouver des solutions internes pour soudre ces situations d'insécurité alimentaire, ces situations d'instabilité de notre sous-région. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec cette présidence-là, CEDEAO. Ça veut dire que maintenant, ils ont rendu compte que c'est important peut-être de revenir à la Guinée-Bissau à cause de la situation géopolitique, à cause de la présidence de la CEDEAO. C'est important d'être plus proche de la Guinée-Bissau et voir ensemble avec cette présidence qu'est-ce qu'on peut faire. Sur les plans de l'éducation et du sport, l'ouverture d'une école française en Guinée-Bissau est envisagée dès la rentrée 2023, ainsi que la rénovation des salles omnisport qui faciliterait l'accès au sport à plus de 15 000 jeunes bissau-guinéens. En Afrique centrale, le Cameroun veut renforcer sa coopération économique avec la Guinée équatoriale dans le secteur des hydrocarbures. Une délégation de la Société nationale des hydrocarbures a récemment séjourné en Guinée équatoriale afin d'évaluer la possibilité d'utiliser les installations gazières équato-guinéennes pour le traitement du gaz camerounais. Les explications de Roberto Bogbe. La volonté politique pour l'acheminement du gaz à travers des pipelines entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est au point. Celle-ci est assortie du feu vert du président Teodoro Obiang-Nguema. La possibilité d'utiliser les installations gazières de Punta Europa pour le traitement du gaz camerounais n'est donc une question de temps. Un projet qui comporte également l'acheminement par des pipelines au Cameroun. In general, the political will is there. Now we need to do the technical. Like you will be aware, there is an operator, Chevron, who have activity in Equatorial Guinea and also in Cameroon. So right now we are working on the unitization to be able to jointly exploit the resources. Now what is happening at this stage is that we need to agree what's going to be the cost of the installation, what's going to be the cost of all the activity that we need to do, but this cost is going to be extremely low. Les responsables de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, ont fait le déplacement de la Guinée équatoriale. Au menu, des négociations sur la faisabilité de ce projet. Le rendez-vous de travail succède aux discussions préliminaires menées en 2021 entre la coentreprise titulaire des droits d'exploitation du champ offshore Etindé au sud-ouest du Cameroun et de la compagnie pétrolière américaine Marathon Oil qui exploite les installations gazières de Punta Europa. The only thing we are doing is that we are bringing the gas from Cameroon all the way to an installation, is processed, and then Cameroon will take it in kind, the gas. Very similar than Nigeria. Now, another problem that we are having, and I'm going to raise it because it's very important, is that CEMAC is becoming not investable. That's the problem. We are trying to attract the companies to drill more wells, but the companies are saying, Excellency, if I need to drill a well for 70 million, and it's taking me all these months for us to transfer the money to Equatorial Guinea, all these months to be able to pay our supplier.
L'option d'acheminer le gaz humide d'Etindé au Cameroun vers Bioko en Guinée équatoriale va à coup sûr supprimer quelques emplois. Toutefois, le gouvernement jouira d'un revenu fiscal en hausse. C'est ce qui ressort des explications en juin 2021 de la société britannique Bowleven, une compagnie d'exploration et de production qui opère au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.